Cette histoire commence avec l'annonce de l'arrivée au Japon de la célèbre princesse Stella, deuxième princesse de l'Empire Vermillon, après avoir été admise à l'Académie de magie avec la meilleure moyenne parmi tous les candidats admis. Parmi ceux qui suivaient la nouvelle à la télévision se trouvait un garçon nommé Ikki, qui rêvait de devenir un puissant chevalier, même s'il était connu pour avoir le niveau le plus bas jamais enregistré et, comparé à Stella, n'avait aucune chance face à elle. Après l'arrivée de Stella, les journaux et les chaînes de télévision commencèrent à la harceler comme une célébrité, cherchant à obtenir ses déclarations. À cet instant, Ikki s'habilla, quitta la maison et descendit la rue, se rappelant les paroles de son professeur, qui lui avait dit que, même s'il était découragé par son faible niveau, cela signifiait qu'il n'avait pas encore abandonné. Il invoqua donc son épée et s'entraîna assidûment, espérant élever son niveau et réaliser son rêve de devenir chevalier mage. Après l'entraînement, Ikki retourna dans sa chambre et fut surpris d'y trouver Stella, en train de se changer. La voyant prise au dépourvu, elle entra dans une rage folle et le frappa violemment. Ils allèrent ensuite voir Corona, la directrice de l'académie, car Stella s'était plainte et avait dit qu'elle ne pouvait excuser Ikki de s'être déshabillé délibérément devant elle. Lorsque Stella entra dans le bureau, Ikki s'excusa pour le malentendu, mais Stella refusa de lui pardonner. Ikki déclara alors qu'il n'était pas prêt à payer de sa vie pour une chose aussi insignifiante et que la demande était injuste. Corona quitta alors le bureau brusquement, les laissant seuls. Stella s'approcha et déclara qu'il paierait pour avoir envahi sa chambre. Ikki répondit que c'était aussi la sienne, et elle se calma après que les gicleurs automatiques au plafond se furent déclenchés. Ils furent tous deux surpris lorsque Corona revint et annonça qu'il serait désormais colocataire. Ikki se demanda comment il pouvait partager une chambre s'ils n'étaient même pas au même niveau, étant donné que Stella était tellement supérieure. Stella se demandait aussi comment quelqu'un comme lui, qui avait échoué aux examens de l'académie, pouvait être là. Il expliqua ensuite qu'il était classé au rang F et que sa seule capacité spéciale était d'améliorer ses capacités physiques. Corona expliqua qu'il était le plus faible de l'académie et qu'on le surnommait le pire. Elle conclut en disant que, pour cette raison même, elle avait décidé de les mettre dans la même chambre, car personne n'était plus inférieur qu'Ikki et personne plus supérieur que Stella. Stella comprit qu'elle n'avait d'autre choix que de partager une chambre avec ce perdant, mais elle lui imposa 3 conditions: il ne devait ni lui parler, ni la regarder, ni respirer près d'elle. Elle l'autorisa également à vivre juste en face de sa chambre. Ikki était irrité et trouvait cela injuste, car elle ne voulait même pas qu'il respire, comme si elle pensait qu'il voulait la sentir. Corona suggéra qu'ils arrêtent de se disputer et qu'ils règlent la situation par un combat, où le vainqueur aurait le droit de fixer les règles de vie dans la chambre. Stella fut surprise de voir Ikki réticent à l'affronter et lui dit qu'il n'avait aucune chance. Il répondit qu'il ne connaîtrait l'issue que s'il se battait vraiment. Corona décida que le duel commencerait dans 1 heure sur le terrain d'entraînement et que le perdant deviendrait le serviteur du vainqueur pour le restant de ses jours, obéissant à tous les ordres, aussi absurdes ou difficiles soient-ils. Stella commença à se préparer pour le combat, se souvenant du temps passé dans son pays natal, où sa mère tentait de la convaincre d'abandonner l'idée de devenir chevalier mage. Cependant, Stella avait toujours rêvé de devenir une guerrière forte au service de son peuple et de sa nation. C'est pourquoi elle jura de vaincre Ikki, premier pas vers la réalisation de son rêve. Alors qu'elle se dirigeait vers le terrain d'entraînement, tous ses camarades de l'académie la regardaient, perplexes quant à la raison pour laquelle une fille comme elle s'apprêtait à affronter le pire élève de l'école. Corona se demandait également pourquoi il avait accepté le défi. Ikki expliqua qu'il devait la vaincre pour avoir une chance de participer au festival des 7 étoiles et d'obtenir son diplôme, malgré sa faible moyenne, car il pensait que Stella participerait au tournoi à l'avenir. Stella entra sur le terrain d'entraînement et, lui faisant face, lui dit qu'il devrait renoncer à devenir chevalier mage, car son niveau de compétence n'était pas prometteur. Ikki répondit qu'il n'avait aucune intention d'abandonner ni de reculer avant le duel. Stella comprit qu'il était du genre à croire que l'effort pouvait surpasser le talent, et elle se souvint d'avoir vaincu quelqu'un qui partageait cette conviction et qui avait subi une défaite cuisante. Le combat commença et tous deux invoquèrent leurs épées. Stella attaqua la première, tandis qu'Ikki bloquait ses attaques enflammées, admirant sa capacité à suivre ses coups et ses mouvements. Lorsque ce fut le tour d'Ikki d'attaquer, Stella fut surprise de constater qu'il avait copié sa technique et son style pour l'affronter. Il expliqua qu'il n'avait appris de personne depuis longtemps et qu'il avait donc un talent pour utiliser les techniques des autres contre eux. Stella décida de simuler une fausse attaque pour le tromper, mais il parvint à bloquer le coup avec la poignée de son épée et la toucha à l'épaule. Cependant, il recula lorsqu'il réalisa qu'elle était sur le point de se transformer. Une aura magique se dégagea du corps de Stella, et elle décida d'allier sa magie à son habileté à l'épée pour le vaincre. Elle concentra toute la puissance du feu dans sa lame, créant un dragon de feu à l'intérieur de l'épée, et avança pour mettre fin au combat d'un seul coup. Cependant, elle fut stupéfaite lorsqu'Ikki accéléra encore davantage, esquivant toutes ses attaques jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour porter le coup décisif. Par la suite, Corona annonça la victoire d'Ikki sur Stella, à la grande surprise de tous. Ils perdirent tous deux connaissance après le combat. À son réveil à l'hôpital de l'académie,
Stella réalisa qu'elle avait oublié la sensation de la défaite et l'avait maintenant revécue aux mains d'Iki. Corona expliqua qu'il était épuisé d'avoir utilisé toute son énergie magique dans la dernière minute du combat, mais que sa vie n'était pas en danger. Stella se demandait pourquoi quelqu'un comme lui était considéré comme le plus faible et le pire de l'académie. Corona expliqua que les classements étaient basés uniquement sur les capacités magiques des élèves, sans tenir compte des prouesses physiques ou du talent au combat, et que, bien qu'il n'existe aucun système permettant d'évaluer Iki équitablement, il continuait à croire en lui et ne cessait de progresser. Il recommanda donc à Stella de suivre son exemple si elle voulait progresser. Après cela, Stella retourna dans sa chambre et s'excusa auprès d'Iki de l'avoir jugé comme un raté. Elle expliqua qu'elle avait toujours détesté ceux qui la qualifiaient de génie, raison pour laquelle elle avait décidé d'étudier à l'étranger. Si elle avait vu sa véritable force, elle n'aurait pas perdu ainsi. Elle fut choquée lorsqu'Iki évoqua les conditions du duel, lui rappelant qu'elle serait désormais sa servante et obéirait à tous ses ordres jusqu'à la fin de ses jours. Elle tenta de se justifier et de renoncer au défi, mais il la railla, prétextant qu'elle venait d'une famille qui ne tenait pas ses promesses. Stella, irritée, accepta d'obéir à tous ses ordres, pensant qu'il allait lui demander quelque chose d'étrange, mais il se contenta de sourire et lui proposa de devenir sa colocataire afin qu'ils puissent se rapprocher. Le lendemain, ils se levèrent tôt pour s'entraîner avant les cours. Iki lui raconta qu'il courait 20 km chaque jour et qu'elle n'était pas obligée de le rejoindre si cela lui paraissait difficile, car elle possédait suffisamment de pouvoirs magiques pour compenser son manque d'endurance physique. Malgré cela, elle refusa et insista pour s'entraîner à ses côtés dans un esprit de compétition, car elle souhaitait progresser. Elle remarqua qu'il semblait de bonne humeur ce jour-là, et il lui annonça que sa sœur s'inscrivait à l'académie ce jour-là, après 4 ans sans la voir. La nouvelle enseignante se présenta sous le nom de Yuri et expliqua qu'elle serait la nouvelle enseignante de l'académie. Elle annonça ensuite qu'à partir de cette année, les représentants de l'académie au festival de combat 7 étoiles seraient choisis sur la base de leurs aptitudes au combat, et non plus sur la base de leurs capacités moyennes, comme c'était le cas auparavant. Les duels pour sélectionner les représentants commenceraient la semaine suivante. Lorsque Stella demanda combien de duels chaque élève aurait, Yuri répondit que chacun participerait à plus de 10 combats, à raison d'un tous les 3 jours. Iki comprit alors qu'il pourrait utiliser sa technique spéciale, puisqu'il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par jour. Il comprit également que Yuri souhaitait donner à chacun une chance équitable de démontrer ses compétences et que les élèves qui ne souhaitaient pas combattre pouvaient se retirer sans que leurs notes soient affectées. La classe fut surprise de constater que Yuri fit une hémorragie soudaine et perdit connaissance pendant le cours. Après avoir été transportée à l'hôpital de l'académie, elle expliqua qu'elle vomissait 1 litre de sang par jour. Stella comprit alors que c'était la raison de son apparence hagarde et de ses cernes profonds. Iki expliqua qu'il n'avait pu intégrer l'académie que grâce à elle, car c'est Yuri qui l'avait accepté. Stella a ensuite voulu savoir comment il avait été admis, et Iki a expliqué qu'avant son inscription, l'académie n'utilisait pas de critères standardisés pour évaluer les capacités des étudiants. Alors qu'ils discutaient, ils furent interrompus par le bruit d'une camarade de classe nommée Kagami qui courut vers Iki avec enthousiasme, lui disant qu'elle était dans la même classe et sa plus grande fan. Elle loua sa performance lors du duel contre Stella et mentionna qu'elle envisageait de créer un club de journalisme à l'académie, espérant obtenir un article sur lui à la une du journal étudiant. Iki répondit que ce n'était pas si important. Stella, jalouse, lui suggéra ironiquement d'accepter la proposition et de l'interviewer pour l'article. Iki demanda à Kagami de reporter la conversation et partit à la recherche de Stella. À ce moment-là, il entendit la voix de sa sœur Shizuku et se mit à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. En approchant, Iki dit qu'il avait prévu de la retrouver après toutes ces années sans la voir, mais lui et tout le monde furent surpris lorsque Shizuku courut vers lui et l'embrassa. Kagami se précipita pour immortaliser la scène en une photo exclusive. Shizuku expliqua que le baiser était une démonstration d'affection entre deux personnes proches, ce qui poussa Stella à la soulever et à la rejeter, puis à réprimander Iki pour l'avoir autorisée devant tout le monde. Lorsqu'Iki l'appela, Shizuku comprit que Stella était la princesse dont tout le monde parlait et lui demanda pourquoi elle était intervenue et l'avait empêché de se rapprocher de son frère. Shizuku affirma que Stella n'y était pour rien, qu'elle n'était qu'une princesse d'un pays voisin. Stella répondit alors qu'elle était la servante d'Iki, ce qui lui donnait le droit d'intervenir entre eux, ce qui stupéfia tous les élèves. Stella continua d'affirmer qu'Iki avait le droit d'exiger d'elle tout ce qu'elle voulait, même de dormir dans le même lit que lui. Shizuku, jalouse, décida de s'éloigner de lui et invoqua son épée pour affronter Stella. Iki tenta de la prévenir qu'elle ne pouvait pas faire cela dans le hall de l'académie, mais elle réalisa bientôt que Stella avait également invoqué son épée et accepta le défi. L'affrontement entre les deux commença et causa de graves dommages à l'académie. Ils furent alors convoqués par le principal Korono, qui décida de les punir par une semaine de nettoyage des toilettes plutôt que par des suspensions. Durant cette semaine, ils continuèrent à nettoyer les toilettes, échangeant des insultes verbales sans jamais perdre leur sang-froid. Shizuku ordonna à Stella de rester loin de son frère pour toujours. Stella répondit qu'elle ne pouvait pas le promettre, puisqu'ils partageaient la même chambre,
et qu'il était inapproprié pour elle de vouloir une relation amoureuse avec son propre frère de sang. Stella affirma que Shizuku ne comprendrait jamais la personnalité d'Iki, car elle ne faisait pas partie de sa famille. Shizuku rétorqua en demandant si Stella savait ce que c'était que de se sentir inexistante, comme Iki l'avait été pour tout le monde, et partit en silence, la laissant pleine de doutes. Après cela, Shizuku retourna dans sa chambre et retrouva sa colocataire, Naji, tandis que Stella attendait le retour d'Iki après l'entraînement. À son arrivée, Stella lui demanda avec hésitation s'il avait été maltraité par le passé et réalisa que Shizuku lui avait dit quelque chose. Iki répondit que son histoire était un peu triste et commença à lui raconter qu'il avait été l'élève de son grand-père Ryuma, le héros qui avait mené le Japon à la victoire lors de la dernière guerre mondiale, un homme qu'il aspirait à devenir un jour. La famille d'Iki était connue pour ses chevaliers et ses magiciens, mais comme il manquait de talent dès son plus jeune âge, toute sa famille l'ignora complètement et le traita comme s'il était invisible. Il ne trouvait même pas de place aux réunions de famille. Un jour, n'en pouvant plus, il décida de s'enfuir. Cependant, le mauvais temps le perdit et, alors qu'il craignait la mort, son grand-père apparut et lui dit que la frustration d'être le plus faible était la preuve qu'il n'avait pas abandonné. Ryuma le releva, lui dit de ne pas abandonner et l'assura que s'il en avait le courage, il pourrait devenir tout ce qu'il voulait. Même si ce n'était que des mots, ils évitèrent à Iki de sombrer dans le désespoir. Dès lors, il résolut de devenir un homme comme son grand-père, capable de soutenir et d'encourager les faibles, et il aspirait ainsi à devenir un puissant chevalier mage. Malgré le refus de tous de l'entraîner ou de s'occuper de lui, Iki commença à s'entraîner seul. Lorsqu'il s'inscrivit à l'académie, sa famille, furieuse, tenta de faire pression sur l'administration pour qu'elle l'expulse. Le directeur de l'époque décida d'instaurer un règlement spécial pour l'empêcher d'obtenir son diplôme. Malgré son remplacement, il s'attendait à ce que les obstacles persistent, mais il n'avait aucune intention d'abandonner. Pendant ce temps, Shizuku raconta à Naji l'histoire de son frère et comment elle l'avait toujours aimé, même après son départ de la maison. Lorsqu'elle réalisa à quel point sa famille le traitait mal, elle commença à mépriser tout le monde et décida de lui offrir toute l'affection qui lui manquait. Naji dit comprendre son malaise avec les inconnus et que sa relation avec sa famille s'était détériorée, ajoutant qu'il le savait car il entretenait une relation avec une personne similaire à elle et demandait à Shizuku de venir le voir dès qu'elle avait envie de parler. Quelques jours plus tard, Iki et Stella s'entraînaient à l'escrime pour les qualifications du Star Fighting Festival. Après l'entraînement, Iki demanda qui serait l'adversaire de Stella pour le premier combat, et elle répondit qu'elle affronterait un élève nommé Momotani. Lorsqu'Iki commença à parler de lui, Stella l'interrompit, affirmant qu'elle n'était pas du genre à connaître son adversaire à l'avance. Iki réalisa un instant que, malgré leurs différences, ils se rapprochaient rapidement. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du premier cours, et alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Stella voulut l'inviter à sortir le lendemain, car c'était le week-end. Mais avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, Iki reçut un SMS. Stella pensa qu'il s'agissait d'un message de l'académie lui révélant son prochain adversaire, mais fut surprise de voir qu'il s'agissait d'un message de Shizuku invitant Iki à sortir avec elle le lendemain. Elle fut encore plus surprise de constater qu'il accepta immédiatement et répondit rapidement. Le lendemain, Iki et Stella retrouvèrent Shizuku et Naji. Shizuku fut surprise qu'une princesse comme Stella veuille passer son temps libre avec des gens ordinaires comme elle et Iki, mais Stella expliqua qu'elle souhaitait mieux connaître le Japon et faire un tour. Iki demanda qui était Naji, et elle répondit qu'il était le colocataire de Shizuku et l'invita à se joindre au groupe. Iki ne savait pas si Naji était un homme ou une femme, et entendit Naji se présenter comme un garçon au cœur vierge. Après cela, elles commencèrent à flâner dans les centres commerciaux, et Stella fut mal à l'aise en voyant Shizuku tenir la main d'Iki. Shizuku affirmait que c'était normal entre frères et sœurs, mais lorsque Stella essaya également de lui tenir l'autre main, Shizuku l'accusa d'avoir des sentiments pour Iki. Stella, gênée, nia. Pendant ce temps, les agents de sécurité du centre commercial surveillaient les caméras jusqu'à ce qu'ils soient surpris par un mystérieux personnage qui s'introduisit dans la salle de surveillance et les attaqua. Lui et les membres de son gang commencèrent alors à piller le centre commercial, tandis que de l'autre côté, Iki et les autres déjeunaient au restaurant. Shizuku fut surprise lorsqu'il s'approcha pour essuyer la nourriture de son visage avec sa main. Stella se gavait alors de nourriture et attrapa une chope de bière comme le Père Noël, mais fut déçu lorsqu'Iki alla chercher une serviette. Il alla ensuite aux toilettes avec Naji et fut surpris de la rapidité avec laquelle sa sœur lui fit confiance et lui en dit long sur leur famille, car elle était d'habitude très sensible et timide avec les inconnus. Il remercia Naji d'être devenu son ami. Leur conversation fut interrompue par des pas suspects à l'extérieur. Un des membres du gang a fait irruption dans la salle de bain en réalisant que quelqu'un s'y cachait et a commencé à tirer sans discernement. Un autre membre a expliqué que le chef avait ordonné de cibler les civils. Ne trouvant personne, ils ont quitté la salle de bain, et l'un d'eux a retiré son masque et l'a jeté. Naji et Iki sortirent de leur cachette et comprirent qu'il s'agissait d'un gang qui braquait le centre commercial. Naji invoqua son épée, et Iki comprit qu'il pouvait utiliser l'élément des ombres pour les contrôler et les déplacer. Arrivés à la salle de contrôle, ils trouvèrent les gardes de sécurité ligotés et inconscients,
apparemment drogué. Iki appela la proviseure Corona pour savoir si la nouvelle du braquage du centre commercial s'était répandue. La proviseure expliqua que la police était arrivée et avait encerclé les lieux, et que le gang était composé de magiciens qui exigeaient une forte somme d'argent pour libérer les otages, mais qu'elle pensait qu'ils en voulaient plus que de l'argent. Elle décida alors d'autoriser Iki et ses compagnons à utiliser l'épée et la magie à l'extérieur de l'académie, comme la police le demandait en renfort. Pendant ce temps, Stella et Shizuku étaient parmi les otages, et Stella remarqua que les criminels ne retenaient que des femmes et des enfants. Shizuku lui chuchota qu'elle avait un plan pour les sortir de cette situation, mais qu'elle avait besoin de temps et demanda à Stella de les distraire en attendant d'être prête. Juste à ce moment-là, ils aperçurent l'un des criminels attaquer une femme avec un enfant. Alors qu'il pointait son arme sur l'enfant, prêt à le tuer, Stella utilisa ses pouvoirs et sauva le garçon de la mort. Le criminel, furieux, continua de tirer sur eux, mais les balles n'atteignirent pas la robe de Stella. Elle s'approcha et déclara n'avoir aucune intention de tuer qui que ce soit. Le chef du gang ordonna alors au criminel, nommé Yakin, de baisser son arme. Il témoigna alors du respect à Stella et se présenta sous le nom de Bichot, réprimandant Yakin pour avoir attaqué un enfant sans défense. Peu après, Bichot pointa son arme sur la mère de l'enfant et déclara que ce n'était pas la faute du garçon, mais celle de ses parents. Stella comprit qu'il avait l'intention de tuer injustement la femme, alors elle courut vers lui et invoqua son épée. Comprenant qu'il s'agissait d'un piège, Bichot utilisa sa force pour parer son coup et la frappa si fort qu'elle faillit la tuer. Il a expliqué que sa technique s'appelait l'anneau de la justice, un style basé sur le crime et la punition, où bloquer le coup d'un adversaire était le crime et la frapper était la punition. Bichot admirait Stella pour avoir risqué sa vie pour le peuple et décida de la récompenser en épargnant les otages, à condition qu'elle s'agenouille et s'excuse au nom de l'enfant. Pendant ce temps, Iki et Naji observaient la scène depuis un endroit sûr. Iki était irrité par la demande de Bichot, mais il dut attendre son heure, tandis que Stella commençait à obéir à ses ordres. Iki faillit agir impulsivement et tout gâcher, mais Naji utilisa son pouvoir et piégea son ombre, l'empêchant de bouger et les exposant. Naji expliqua que sa sœur créait une barrière magique sans que personne ne s'en aperçoive et que Stella ne faisait que gagner du temps. Dès que Shizuku eut terminé la barrière, elle utilisa ses pouvoirs pour créer un immense mur d'eau séparant les otages des criminels. Lorsque Bichot réalisa qu'une autre sorcière se trouvait parmi les otages, il ordonna leur élimination. Les membres du gang commencèrent à tirer, mais les balles ne purent pénétrer l'eau de Shizuku. Iki apparut, invoqua son épée et, de toutes ses forces, se laissa tomber sur les criminels. Il visa alors Bichot, lui coupant la main gauche. Furieux, Bichot ordonna à ses hommes de tirer, mais en regardant autour de lui, il réalisa que Stella les avait tous vaincus et que lui seul restait. Iki courut alors vers elle et la serra dans ses bras, s'excusant d'avoir mis si longtemps à l'attaquer. Ils furent surpris lorsqu'une femme cachée parmi les otages pointa une arme et menaça de tuer l'un d'eux si quelqu'un ripostait. Naji ordonna de libérer l'ombre de Bichot, mais la femme fut rapidement attaquée par une force inconnue et s'évanouit. Un homme mystérieux nommé Kiriara surgit de nulle part, mais il connaissait déjà Iki. Peu après, la police parvint à rattraper la bande et à libérer les otages. Les fans commencèrent à affluer pour l'héroïque Kiriara, enfin sous les projecteurs, et Shizuku et Stella s'accordèrent à reconnaître leur malaise face à cet homme excentrique. Iki s'approcha pour le remercier d'avoir sauvé tout le monde. Kiriara déclara qu'il était de son devoir d'aider les faibles et se moqua de l'ambition d'Iki de devenir chevalier mage, alors même qu'il étudiait encore à l'académie. Stella, furieuse, prit la défense d'Iki. Kiriara la supplia de dire la vérité, Iki s'était autrefois enfui, craignant de l'affronter au combat, et le traita de lâche et de bon à rien. Kiriara demanda alors à Iki de consulter ses emails. Il y trouva un message de l'académie l'informant que Kiriara serait son premier adversaire lors du tournoi de qualification pour le festival annuel. Quelques jours plus tard, les qualifications commencèrent pour sélectionner les représentants de l'académie pour le festival de combat 7 étoiles, et Stella vainquit son premier adversaire avec une victoire écrasante. De retour dans sa chambre, elle trouva Iki en train de visionner la vidéo d'un précédent duel avec Kiriara pour étudier ses mouvements. Il essaya de le détecter grâce à sa technologie spéciale, mais ne parvint pas à identifier son point faible. Il pensa que si Stella avait été son adversaire, il aurait abandonné le combat, car elle pouvait contourner son angle mort avec des attaques à distance. Il expliqua qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un avec une telle technique et que le style de combat de Kiriara était loin d'être noble, raison pour laquelle tout le monde le surnommait « chasseur ». Stella s'inquiétait pour Iki, mais il lui dit qu'il avait déjà trouvé un moyen de le vaincre et qu'il était confiant dans sa victoire. Au fil du temps, Iki s'entraîna intensément, persuadé qu'il n'avait d'autre choix que de gagner, jusqu'à ce qu'il rencontre Naji en chemin. Naji s'enquit de sa relation avec Kiriara, et Iki expliqua que sa famille avait tenté de contacter l'administration de l'académie l'année précédente pour l'expulser. Kiriara le considérait comme une cible facile, alors il le provoqua en duel et tenta de le convaincre que les professeurs reconnaîtraient sa valeur s'ils le voyaient se battre. Malgré le refus d'Iki, Kiriara continua de le provoquer et de l'attaquer pour le forcer à accepter le défi. Iki, cependant,
resta inébranlable et refusa d'utiliser son épée pour éviter de riposter. Nagi comprit que la véritable force d'Iki résidait dans sa capacité à endurer, après toutes ses souffrances, même lorsque son esprit criait à l'aide, espérant qu'un jour quelqu'un entendrait enfin ses cris silencieux. Le lendemain, Iki retrouva ses coéquipiers et, ayant encore 1 heure avant le début du duel, il décida de s'asseoir dans la salle d'attente. À son arrivée, il signa un document attestant son accord pour participer aux qualifications, sachant que ce serait un véritable combat et qu'il mettrait sa vie en danger. Une jeune fille nommée Nain le suivait et fut impressionnée par la rapidité avec laquelle il prit une décision aussi importante. Elle remarqua qu'il n'hésitait pas comme les autres élèves et l'écoutait lorsqu'il disait attendre depuis longtemps l'occasion de se battre pour la première fois. Elle remarqua aussi qu'il en savait beaucoup sur elle, notamment son nom, son lien avec la principale Corono et le fait qu'elle travaillait comme instructrice à temps partiel à l'académie. Nain s'approcha et lui proposa un entraînement privé ce soir-là, mais fut surprise de voir Corono apparaître derrière elle et la réprimander pour avoir tenté de séduire l'une des élèves. La principale l'entraîna alors dehors, lui rappelant que c'était elle qui devait superviser les duels, et non pas se comporter comme une adolescente aux yeux mièvres. Iki resta alors seul et se prépara à se battre, se souvenant de tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Il ressentit une étrange sensation en entendant son nom appelé et sut qu'il était temps d'aller dans l'arène. Iki entra dans l'arène avant la foule et se retrouva nez à nez avec Kirihara, qui se mit aussitôt à le railler et à le rabaisser. Tous deux invoquèrent leurs armes et, lorsque le combat commença, Kirihara utilisa sa technologie pour transformer l'arène entière en forêt et disparut comme s'il n'avait jamais été là. Iki resta vigilant, cherchant un moyen de contrer la technique. Il continua d'esquiver les flèches jusqu'à ce qu'il localise son adversaire et lance une attaque au corps à corps. Cependant, Kirihara parvint à s'échapper et comprit qu'Iki faisait de son mieux pour gagner. Iki déclara qu'il pouvait tirer autant de flèches qu'il le souhaitait, à condition de les bloquer. Kirihara disparut de nouveau et défia Iki, lui disant qu'il indiquerait d'où il tirait pour tenter de bloquer, puis décocha une flèche qui toucha la cuisse droite et le bras gauche d'Iki. Iki étant incapable de se défendre cette fois, Kirihara expliqua qu'il avait la capacité de lancer des flèches imperceptibles qui n'étaient ressenties qu'une fois qu'elles avaient pénétré le corps de la cible. Pendant ce temps, les amis d'Iki comprirent qu'il était en difficulté après l'échec de son plan. Stella se demandait pourquoi il n'avait pas utilisé toute sa puissance dès le début du combat, malgré une préparation et un entraînement intensif. Nagi répondit qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était difficile de prendre une telle décision, et que c'était pour cela qu'il était nerveux et ne savait pas quoi faire. Soudain, Stella se souvint de ses paroles selon lesquelles il s'en sortirait et pourrait gagner. Elle réalisa qu'il avait été nerveux et avait agi bizarrement tout le temps, et qu'elle, bien que sa personne la plus proche, ne l'avait pas remarqué. Pendant ce temps, Kirihara continuait d'attaquer Iki avec force, lui infligeant de graves blessures, tout en riant de son rêve de remporter le festival annuel pour obtenir son diplôme. Certains élèves se moquèrent également de l'idée qu'un élève de rang F puisse vouloir remporter le festival des 7 étoiles. Iki entendit le rire et les sarcasmes de Kirihara et tenta de résister aux blessures physiques et psychologiques jusqu'à ce qu'il soit touché à la poitrine et tombe au sol. Kirihara incita alors tout le monde à se moquer de lui, faisant répéter l'expression à l'extrême. Stella, furieuse, ne put se contenir et cria à tout le monde de se taire et d'arrêter de rire du chevalier qu'elle admirait le plus. Elle réprimanda Iki pour avoir abandonné si vite et lui ordonna de se lever. Iki se releva alors, se donna un coup de poing et le remercia pour ses encouragements. Il décida d'utiliser une autre stratégie pour briser les flèches de Kirihara. Il utilisa sa technique extrême et commença à se souvenir de l'ordre dans lequel il avait été touché par les flèches précédentes. Lorsque Kirihara tira à nouveau, Iki se concentra sur chaque détail autour de lui et fut surpris de pouvoir bloquer la flèche et la briser d'un seul coup de poing. Dès lors, il bloqua les flèches sans avoir besoin de les voir, de les entendre ou de les sentir avant l'impact. Il pouvait localiser Kirihara rien qu'au ton de sa voix, et Kirihara tenta désespérément de se défendre. Mais Iki avança de toute sa vitesse, visant directement Kirihara, qui tenta de toutes ses forces de s'échapper. Cependant, il ne put échapper à la lame de l'épée d'Iki, qui s'arrêta à 1 millimètre du cou de Kirihara, ce qui lui valut sa défaite. Après cela, Iki fut déclaré vainqueur de son premier combat officiel et accéda au round suivant. Il regarda Stella en souriant avant de perdre connaissance, épuisé par une telle perte de sang et un tel épuisement. Lorsqu'il reprit connaissance à l'hôpital, il trouva Stella endormie à côté de son lit. À son réveil, elle fut gênée de constater qu'il la regardait dormir. Iki s'excusa de l'avoir inquiétée et de s'être ainsi dévoilé, et fut surpris de lui avouer soudain qu'il l'aimait et qu'il était heureux que le destin les ait réunis. Stella lui demanda de fermer les yeux et, lorsqu'il obéit, elle l'embrassa sur la joue. Iki comprit que ce geste était sa façon de lui dire qu'elle l'aimait aussi. Il la serra alors dans ses bras et leur demanda de toujours être ensemble, de lutter ensemble pour atteindre le plus haut niveau de chevalerie. Ils convinrent de s'affronter en finale du festival annuel, et Stella promit que la prochaine fois, elle ne perdrait pas contre lui. 2 semaines plus tard, Iki continua de vaincre ses adversaires lors des qualifications, enchaînant 5 victoires consécutives, et n'était plus considéré comme le pire des pires,
mais plutôt comme un roi sans couronne. Kagami et quelques filles lui demandèrent de leur enseigner le maniement du sabre, et Stella devint jalouse de voir autant de fans rassemblés autour de lui. Les autres garçons commencèrent à se sentir jaloux, car Ikki attirait toute l'attention. Le lendemain, Stella lui dit qu'il serait très généreux de sa part d'accepter d'entraîner des filles talentueuses et prometteuses dans la cavalerie. Ikki répondit qu'il souhaitait les former pour qu'elles puissent se protéger en cas de problème. Stella, un peu gênée par cette réponse, retourna à son magazine. Elle envisagea de lui confier ses sentiments 2 semaines après leur rencontre, mais en se retournant, elle vit qu'Ikki s'était endormi. Le lendemain, il commença à entraîner Kagami et ses amis, mais Kagami semblait plus intéressé par la prise de notes et la collecte d'informations pour ses rapports. Peu après, le groupe fut interrompu par l'arrivée d'autres garçons, mal à l'aise, qui se moquèrent d'Ikki, qui était entouré de filles, alors qu'il n'était qu'un perdant. L'un d'eux sortit un pistolet, mais Ikki parvint à les vaincre sans même utiliser son épée. Ils comprirent alors sa force et s'agenouillèrent pour s'excuser. Ils lui dirent qu'ils étaient simplement jaloux de l'attention qu'il portait à toutes les filles de la classe et qu'ils voulaient devenir aussi forts que lui. Ils lui demandèrent de les entraîner eux aussi, et Ikki accepta humblement de les aider à progresser. Dès lors, garçons et filles commencèrent à s'entraîner ensemble sous sa supervision, et il devint un instructeur très populaire, ce qui impressionna Stella. Pendant qu'ils discutaient, Stella voulut lui offrir de l'eau pour lui montrer son intérêt, mais fut surprise de voir Shizuku s'approcher et lui tendre un jus avant qu'elle ne puisse le faire. Furieuse, Stella finit par boire 2 bouteilles d'eau. Shizuku demanda alors à Ikki de lui apprendre le combat à l'épée. Lorsqu'il lui expliqua que leur famille possédait un maître épéiste capable de le faire, elle répondit qu'elle détestait sa propre famille et ne voulait rien apprendre d'eux après qu'ils aient abandonné Ikki. En entendant cela, Stella devint jalouse et lui demanda à s'entraîner, même si elle était 2 fois plus forte que lui. Lorsqu'elle comprit qu'il était sur le point de refuser, elle fit semblant de demander juste pour voir sa réaction et partit, furieuse. Une fois seule, Stella croisa Nagi, qui cherchait Shizuku, et remarqua qu'il tenait quelque chose dans ses mains. Il lui expliqua qu'il s'agissait d'un jeu vidéo automne emprunté à un camarade de classe, et Stella réalisa que l'un des protagonistes du jeu ressemblait beaucoup à Ikki. Après cela, Stella passa un bon moment à jouer et se laissa rapidement captiver par l'histoire, tant le héros lui rappelait Ikki. Même la voix du personnage ressemblait beaucoup à la sienne, et Stella commença à l'apprécier, mais les moments que les couples amoureux font souvent avec lui, comme marcher main dans la main, s'enlacer et s'embrasser, lui manquèrent bientôt. Cependant, en entendant sa voix dans la pièce et en réalisant qu'il était déjà là depuis un moment, Stella paniquait. Ikki expliqua qu'il emmènerait Shizuku et les autres filles à la piscine le lendemain pour l'entraînement d'escrime, et Stella lui proposa de l'accompagner. Ikki déclina, expliquant que leur style de combat était complètement différent. Son style reposait sur la tromperie, tandis que le sien reposait sur la force brute, et il craignait que l'entraîner à son style ne nuise à son escrime. Il lui demanda de toujours être celle qui surpasse ses attentes. Stella sentit qu'il tenait sincèrement à elle, alors elle décida de l'accompagner à la piscine le lendemain. Elle s'assit à côté de lui, heureuse. À leur arrivée, Ikki a expliqué aux étudiants que le but de la formation était d'augmenter la capacité pulmonaire et d'aider chaque étudiant à se connecter avec lui-même, en écoutant sa voix intérieure, tandis qu'une mystérieuse fille regardait de loin. Stella, assise plus loin, voulait qu'il passe du temps avec elle. Elle décida donc de tenter le même exercice, en écoutant sa propre voix intérieure, et comprit que c'était la base de la technique d'Ikki. Elle pensa que si elle parvenait à le maîtriser, elle se rapprocherait de lui. Mais elle fut interrompue par le bruit d'une fille qui parlait à Ikki, et de l'eau lui entra dans les oreilles, la faisant presque se noyer. En émergeant, elle vit que c'était Kagami qui demandait où en était leur relation avec Ikki et Stella. Stella nia qu'ils sortaient ensemble et fut surprise de découvrir que Kagami voulait sortir avec lui pour mieux le connaître. Pour la dissuader, Stella finit par avouer qu'ils étaient amants, et Kagami promit de garder le secret. Pendant ce temps, Nagi conseilla à Shizuku comment se rapprocher de son frère, et Kagami fit de même avec Stella, surtout après avoir réalisé que cela faisait 2 semaines qu'ils s'étaient déclaré leur amour, sans aucun progrès dans leur relation. Lorsqu'Ikki s'assit avec Stella, elle hésita et lui demanda ce qu'il pensait de son maillot de bain. Il répondit froidement que c'était agréable. Il dit ensuite qu'il voulait parler de leur relation et de ce qu'il devrait faire à partir de là. Stella supposa qu'il voulait rompre parce qu'elle était distante et ne lui avait rien montré pour lui témoigner son amour. Lorsqu'elle le confronta à ce sujet, Ikki clarifia qu'il ne voulait pas rompre, mais plutôt qu'il l'aimait et souhaitait passer des moments romantiques avec elle. Au bout d'un moment, l'ambiance entre eux se calma, et il suggéra qu'ils partagent tous les deux simultanément ce qu'ils pensaient faire à ce moment-là. Ils avouèrent alors qu'ils voulaient s'embrasser, ce qu'ils firent finalement. Sur le chemin du retour, ils étaient assis côte à côte, se tenant la main comme un couple normal, jusqu'à ce qu'ils reçoivent des messages. Ils apprirent que lors de leur prochain match, ils affronteraient 2 membres du conseil étudiant. Le lendemain, le combat commença entre Ikki et son adversaire, Ranran Tomaru. Tomaru utilisa une technique de vitesse pour courir à toute vitesse, créant une tempête autour de lui et perturbant sa vision alors qu'il se tenait immobile, prêt à agir. Au même moment,
Seju brandit son épée pour accroître la puissance de son coup et tenter de vaincre Stella d'un seul coup. Malgré leurs efforts, ils furent vaincus par le puissant duo, leur technique restant sans effet. Après cela, la jeune fille aux cheveux violets continua d'observer de loin. Lorsqu'Iki retrouva ses camarades, il leur dit qu'il était surveillé. Il regarda alors un arbre de l'autre côté du lac et demanda à la personne de s'avancer et de leur dire ce qu'il voulait. La jeune fille comprit qu'elle avait été découverte et tenta de s'enfuir, mais trébucha et tomba dans le lac. Lorsqu'ils la secoururent, elle révéla son nom, Ayase Ayatsuji, une élève de 3e année. Iki demanda si elle était apparentée à Kedo Ayatsuji, et elle répondit qu'elle était sa fille. Stella était intriguée. Kedo, comme l'expliquaient Riki et Shizuku, était un épéiste talentueux connu comme le dernier samouraï, vainqueur de tous les tournois d'escrime connus, mais il n'était pas connu pour ne pas utiliser la magie au combat. Iki fut ravi de rencontrer la fille de l'homme auprès duquel il avait appris l'escrime et qu'il admirait depuis son enfance. Lorsqu'il s'enquit de l'état de santé de son père, Ayase raconta qu'il avait été victime d'un accident au combat et hospitalisé. Shizuku fut direct et lui demanda pourquoi elle observait Iki depuis une semaine. Ayase expliqua qu'elle souhaitait des conseils en escrime, mais qu'elle ne savait pas comment aborder un inconnu. Iki répondit que cela ne le dérangeait pas qu'elle rejoigne l'équipe d'entraînement et, avec le temps, elle commença à s'entraîner avec lui au sabre en bois. Iki comprit que si elle ne progressait pas, c'était parce qu'elle se sentait obligée d'atteindre le niveau de son père. Il lui expliqua qu'essayer de l'imiter ne ferait que freiner sa progression, puisqu'ils étaient de sexes différents, et lui suggéra d'adapter ses mouvements à son propre corps. Il commença à ajuster la position de ses jambes. Ayase sentit la différence dans ses mouvements et lui assura qu'elle s'y habituerait vite. Lorsqu'elle l'attaqua, elle réalisa qu'elle se déplaçait avec plus de vitesse et de précision, admira son génie et l'appela son professeur d'escrime. Ce soir-là, Stella fut jalouse de la proximité d'Ayase avec Iki. Lorsqu'elle demanda à Shizuku si cela la dérangeait aussi, sa réponse la surprit. Shizuku lui répondit qu'elle serait heureuse même sans sa partenaire, pourvu qu'il y ait quelqu'un pour le rendre heureux. Ayase, à son tour, demanda à Iki de l'entraîner désormais, persuadée qu'elle deviendrait plus forte sous sa direction et souhaitant remporter les qualifications et se qualifier pour le festival des 7 étoiles. Le lendemain, Ayase s'entraîna avec Stella et remarqua qu'elle s'était nettement améliorée après avoir corrigé ses mouvements. À la fin, Ayase les invita à dîner pour les remercier de leur aide. Elle leur dit que depuis qu'elle s'entraînait avec eux, elle sentait qu'elle pouvait atteindre le niveau de son père. Ils furent interrompus par l'arrivée de garçons, dont un jeune homme arrogant nommé Kurado. Lorsqu'Iki leur demanda de partir discrètement, Kurado fit remarquer qu'il ressemblait à un épéiste et qu'il ne voulait le saluer que lorsqu'il voyait un visage familier. Il lui tendit ensuite une bouteille de jus de fruits pour s'excuser de son impolitesse. Iki sembla réceptif, mais Kurado le surprit en se moquant de sa faible défense, malgré son aptitude à l'épée, et parut amusé en l'insultant, le provoquant en duel sur le champ, le restaurant étant vide. Stella, furieuse, faillit l'attaquer, mais Iki l'en empêcha, prétextant que l'autre avait simplement glissé et qu'il était inutile de se battre. Kurado rit de la réaction pacifique d'Iki et s'approcha pour lui cracher au visage. Stella tenta de l'attaquer, mais fut à nouveau maîtrisée. Kurado abandonna et décida de partir. Iki expliqua à Stella qu'il ne pouvait pas causer de troubles en public et que s'il acceptait le duel et utilisait son épée, il risquait d'être expulsé de l'académie, car il n'était pas sûr de pouvoir vaincre Kurado sans elle. À ce moment-là, deux individus mystérieux abordèrent la conversation. L'un d'eux dit à Iki qu'il avait eu raison de soupçonner la force de Kurado, car il était une star de l'Académie d'Onero et avait atteint le top 8 du festival de l'année précédente. Lorsque Stella demanda qui étaient ces deux personnes, Iki répondit qu'il s'agissait du vice-président de l'Académie Hagen, Yutakata Masoji, et de Kanata Totokubara. Yutakata soigna ensuite la blessure à la tête d'Iki. Après leur départ, Iki dit à Ayase qu'il aimerait l'aider en tant qu'amie si jamais elle se retrouvait en difficulté à cause de ces gens, mais avant qu'elle puisse répondre, ils reçurent tous deux des messages leur apprenant qu'ils s'affronteraient lors du prochain match de qualification de l'académie. Quelques jours plus tard, Ayase cessa de se rendre à l'entraînement avec Iki et ses amis, et le soir même, Iki reçut un message d'elle lui demandant de la retrouver sur le toit d'un immeuble car elle avait besoin d'aide. Lorsque Nagi lut le message, elle l'avertit qu'il pourrait s'agir d'un piège et suggéra à Iki de se préparer à mettre fin à leur amitié si un imprévu survenait. Iki décida néanmoins d'y aller seul pour découvrir ce qui se passait. À son arrivée, il trouva Ayase qui l'attendait. Iki lui demanda ce qu'elle voulait, et elle répondit qu'elle avait entendu parler de sa promesse avec Stella de s'affronter à nouveau au festival annuel. Elle lui demanda ensuite ce qu'il ferait s'il devait affronter un adversaire invincible. Elle invoqua alors son épée, et Iki fut surpris de la voir se jeter du haut du bâtiment. Il fut alors contraint d'utiliser sa technique pour l'atteindre avant qu'elle ne tombe, déviant leurs mouvements et les faisant tomber à l'eau. Il comprit alors qu'elle avait tout manigancé pour le forcer à utiliser sa technique, puisqu'il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par jour et que leur combat commencerait dans 10 heures. Sans avoir le temps de récupérer, cela augmentait ses chances de victoire. Iki se demanda pourquoi elle voulait en gagner, mais Ayase refusa de révéler sa raison, affirmant qu'elle le vaincra quoi qu'il arrive. Elle s'éloigna et,
lorsqu'Iki retourna dans sa chambre, il s'effondra dans les bras de Stella, épuisé. Iki se réveilla le lendemain à l'hôpital et vit ses amis à ses côtés. Jetant un coup d'œil à l'horloge, Stella expliqua qu'il était encore temps avant le début du match. Peu après, la principale Corona apparut et lui demanda de l'accompagner pour voir quelque chose. Iki comprit qu'elle était déjà au courant des dégâts qu'il avait causés en sauvant Ayaz. Il se dit donc prêt à accepter la punition, mais ne pouvait en révéler les détails. Elle partagea ensuite des informations sur son adversaire, Ayaz, et expliqua que son père avait perdu l'usage de l'épée après avoir été vaincu par Kurado en duel. Les termes du match stipulaient qu'en cas de défaite de Kedo, ses biens familiaux seraient transférés à Kurado. Après le match, Kedo tomba dans le coma pendant 2 ans. Pendant ce temps, Ayaz, assise à côté de son père, se remémorait tout ce que Kurado leur avait fait subir et les souffrances qu'il avait causées, jurant de se qualifier pour le festival annuel pour le combattre et le vaincre. Se souvenant du conseil de son père, elle jura de reconquérir tout ce qu'ils avaient perdu. Nagi comprit que c'était ce qui rendait Ayaz si forte et désespérée à la fois, et prévint Iki qu'elle ferait tout pour le vaincre. Iki demanda alors à Stella de l'accompagner, car il avait quelque chose à régler avant le combat. Le moment venu, Iki entra dans l'arène et se retrouva face à Ayaz. Tous les spectateurs étaient impatients d'assister au combat entre le maître et son disciple. Ayaz était impressionnée de le voir là, même si elle ne pouvait utiliser sa technique, car elle pensait qu'il déclarerait forfait. Stella se demandait quelles étaient les capacités exactes d'Ayaz, mais Nagi expliqua que c'était sa première compétition officielle et que ses compétences et techniques étaient encore inconnues. L'issue dépendrait donc entièrement de sa performance. Lorsque le combat commença, Iki s'avança pour attaquer. Ayaz tapota légèrement la poignée de son épée du doigt et le frappa d'un coup puissant, immobile. Tous furent stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir, et elle continua à l'attaquer, déchirant son corps de ses coups. Iki comprit qu'elle avait dû poser plusieurs pièges à son insu et qu'elle l'attaquait à travers eux. Nagi réfléchit et réalisa qu'Ayaz avait enfreint les règles en posant des pièges avant le début officiel du combat. Ayaz tenta de coincer Iki, l'attirant dans d'autres pièges, et fut surprise lorsqu'il parvint à en esquiver un. Elle saisit l'occasion et le frappa d'un autre piège, le blessant grièvement au bras gauche. Iki fut contraint de se défendre tout au long du combat, jusqu'à ce qu'Ayaz manque de porter un coup fatal, qu'il parvint à bloquer à temps avec la poignée de son épée. Il confirma ses soupçons et demanda à Yuri d'ignorer la violation délibérée des règles par Ayaz, car il lui faisait confiance. Lorsque Yuri lui demanda pourquoi il posait cette question, Iki expliqua qu'il voulait confirmer ses propres sentiments et comprendre s'il souhaitait vraiment mettre fin à son amitié avec Ayaz, car s'il le faisait, il perdrait le combat. Pendant le combat, Iki dit à Ayaz qu'elle ignorait tout ce qu'il lui avait appris et que ses mouvements et son style de combat étaient confus, car elle essayait de se tromper et de créer une version déformée d'elle-même, dominée par l'orgueil. Ayaz répondit qu'elle se fichait des principes et des valeurs et qu'elle ferait tout pour gagner et reconquérir ce que sa famille avait perdu. Iki décida de mettre fin au combat à sa manière et avança vers elle, évitant tous les pièges grâce à sa technique de vision parfaite. Ayaz enfonça son épée dans le sol, activant tous les pièges simultanément, rendant toute esquive impossible. Malgré cela, Iki bondit vers elle et l'attaqua. Lorsqu'elle bloqua le coup, elle réalisa que ce n'était qu'une illusion, qu'Iki avait réussi à esquiver les véritables attaques et à se positionner pour le coup décisif. Au dernier moment, Iki transforma l'épée en illusion, évitant de la blesser. Ses compagnons comprirent alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'achever et que son plan, depuis le début, était de drainer son énergie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Ayaz s'en rendit compte lorsque son corps ne put plus se défendre. Lorsqu'il lui demanda si elle avait retrouvé son âme grâce à sa propre fierté pendant le combat, son épée disparut, et elle comprit qu'elle s'était trompée elle-même depuis le début. Iki lui proposa de l'aider à reconquérir ce qu'elle avait perdu, affirmant qu'elle n'avait fait qu'un petit écart, mais qu'elle n'avait pas encore échoué en tant que fille. Elle eut l'impression que son propre père se tenait devant elle, lui tendant la main, et elle se mit à pleurer, implorant son aide. Ayaz commença alors à lui parler de son père, surnommé le « dernier samouraï ». Elle raconta qu'il avait arrêté l'escrime alors qu'elle était encore à l'école primaire à cause d'une maladie cardiaque, mais qu'il continuait à enseigner à ses élèves. 2 ans auparavant, son père lui avait appris à maîtriser sa technique secrète, lui rappelant constamment de ne jamais oublier sa fierté, de protéger les faibles et de haïr le mal. Ayaz comprit que son temps était compté peu avant sa défaite et tomba dans le coma après son affrontement avec Kurado. Stella fit des recherches sur Kurado et découvrit qu'il envahissait et détruisait les gymnases et les centres d'arts martiaux de la ville, surnommé le « mangeur d'épée » en raison de son style de duel. Ayaz raconta que lorsque Kurado avait défié son père 2 ans plus tôt, il n'avait même pas eu besoin d'utiliser de techniques spéciales. Iki comprit pourquoi Kedo était surnommé le « dernier samouraï », et Ayaz se souvint du jour où il avait affronté Kurado, qui avait été un véritable cauchemar pour elle. Ce jour-là, elle le supplia à plusieurs reprises d'arrêter de se battre, mais il resta inébranlable, essayant d'empêcher Kurado de la blesser, elle ou ses élèves. Kurado se moqua de son principe de se battre pour protéger les autres, et le combat continua, Kedo étant grièvement blessé. Finalement,
il tenta d'utiliser sa propre technique pour l'emporter, mais Kurado le frappa d'un coup qui le mit à terre pour de bon. Ayase, furieuse contre Kurado, regretta de ne pas l'avoir défié elle-même à la place de son père. Elle se sentait responsable de tout ce qui était arrivé à sa famille. Dans le présent, Ayase arriva avec les autres à l'ancienne demeure de son père et la trouva plongée dans le chaos, dominée par Kurado et ses partisans, et non plus la maison qu'elle connaissait. Iki entra alors dans l'ancienne demeure familiale d'Ayase pour trouver Kurado et le défia en duel, dans le but de récupérer la maison qui avait appartenu à sa famille. Kurado se moqua de lui, disant qu'il était d'une humeur bien différente de celle du jour où il l'avait intimidé au restaurant. Iki montra alors tous les faux documents appartenant à Kurado, qui accepta le défi et invoqua son arme dévoreuse d'épée. Lorsqu'Iki dégaina son épée, il chargea en avant, bloquant les coups de Kurado jusqu'à ce qu'il trouve une occasion de contre-attaquer. Cependant, il fut surpris de voir Kurado bloquer son attaque, malgré son temps de réaction apparemment parfait. Kurado continua d'attaquer même de loin, et Stella comprit que le combat serait difficile pour Iki, incapable d'atteindre un adversaire hors de sa portée. Les deux hommes continuèrent d'échanger des coups jusqu'à ce que Kurado parvienne à blesser Iki à l'abdomen après avoir esquivé une attaque. Iki en déduisit que Kurado utilisait la même technique que celle utilisée pour vaincre Kedo, qui reposait sur la vitesse de réaction, et commença à analyser cette capacité en détail. Kurado fut impressionné qu'Iki ait découvert le secret de sa technique lors de leur premier combat, mais affirma que même ainsi, il ne parviendrait pas à le vaincre, car c'était une caractéristique innée. Kurado attaqua alors à nouveau, utilisant cette fois sa vitesse maximale pour entraver davantage la défense d'Iki, le blessant à la poitrine. Iki survécut à un coup potentiellement fatal après avoir trébuché sur ses propres pas, mais il essaya tout de même de suivre la vitesse de Kurado tout en souriant. Stella voyait bien qu'Iki prenait plaisir à combattre un adversaire aussi fort que Kurado. Lorsqu'Ayase tenta d'intervenir pour mettre fin au combat, Stella l'en empêcha, affirmant qu'elle ne pourrait pas récupérer sa famille si elle le faisait. Elle demanda alors si son père avait été humilié. Ayase répondit qu'ils vivraient tous heureux si Kurado n'avait pas envahi leur vie et ne leur avait pas tout pris. Stella fit remarquer que Kedo avait pris plaisir à combattre Kurado, même après avoir été mis à l'écart par sa santé défaillante, perdant la capacité de faire ce qu'il aimait le plus. Ayase réalisa que son père s'était excusé avant de s'évanouir, car il avait cédé à ses émotions et tout sacrifié pour affronter un adversaire puissant et revivre le passé. Alors que le combat continuait, Stella remarqua que le point faible de Kurado était son endurance physique, qui s'épuisait rapidement. Iki se demanda alors ce que Kedo répondrait si on lui demandait s'il était capable de sourire face à un tel combat. Kedo répondit que s'il n'avait pas apprécié ce combat acharné, personne ne l'aurait appelé le dernier samouraï. Iki décida de mettre fin au combat et promit à Ayase qu'il regagnerait tout ce qu'ils avaient perdu. Tous deux utilisèrent leur technique au maximum, mais Kurado fut surpris de voir qu'Iki n'esquivait pas ses attaques à longue portée et fonçait droit sur lui. Lorsqu'Iki s'approcha suffisamment, Ayase réalisa qu'il avait utilisé la technique de son père. Lorsqu'on lui demanda comment il l'avait apprise, Stella répondit qu'Iki avait utilisé la capacité de copier des techniques, comme il l'avait fait avec d'autres épéistes. Kurado se retourna alors et demanda son nom. Lorsqu'Iki répondit, il quitta simplement la maison, affirmant qu'il continuerait le combat au festival annuel et qu'il n'avait plus besoin d'ici. Après son départ, Ayase s'excusa qu'Iki doive se battre à cause d'elle et admit qu'elle ne savait rien de son père ni de la vie de chevalier. Iki expliqua qu'elle avait pu gagner parce qu'elle se souvenait de la technique de son père et que personne ne comprenait Kedo mieux qu'elle. Il déclara qu'elle méritait d'être la véritable héritière du dernier samouraï, et Ayase résolut alors de faire de son mieux pour devenir plus forte et s'affirmer avec assurance comme la successeur de son père. Après avoir récupéré la maison familiale et l'avoir restaurée dans son état d'origine, Iki et Stella partirent. Stella expliqua qu'Ayase avait avoué au comité de l'académie avoir triché lors du duel contre Iki, ce qui lui avait valu d'être radié du classement et d'être suspendu pendant 10 jours. Peu après, Iki reçut une lettre d'Ayase annonçant que son père avait enfin repris connaissance après 2 ans de coma. Il se sentit soulagé et comprit que la situation revenait enfin à la normale pour la famille d'Ayase. Une semaine plus tard, Iki continua sa progression dans les qualifications et remporta sa 12e victoire. Le proviseur décida alors de l'inviter, lui et Stella, à un camp d'entraînement à Okutama pour faire une pause. Stella était heureuse d'avoir un peu de temps seule. Shizuku, quant à elle, était frustrée de ne pouvoir les empêcher de voyager seuls, et Nagi lui dit d'un ton neutre que cela ne ressemblait pas à l'escapade romantique et paisible qu'elle avait imaginée. À leur arrivée, Iki et Stella furent surprises de trouver les membres du conseil des élèves de l'académie Hagen. Ranran défia Stella au tennis, mais leur style n'avait rien à voir avec ce sport, mais plutôt avec un combat entre un dragon et un tigre. Kanata expliqua qu'elle n'était pas venue ici pour jouer, mais plutôt pour nettoyer et préparer le lieu, car les représentants du conseil étudiant arriveraient dans 1 mois. Stella, consciente de la lourdeur des tâches du conseil étudiant, décida de participer aux préparatifs. Yutakata mentionna que la présidente du bureau étudiant souhaitait rencontrer Iki, mais qu'elle était absente ce jour-là pour cause de travail. Kanata l'informa qu'elle arriverait plus tard dans la journée,
et Stella fut furieuse de constater que le voyage ne se limitait plus à elle et Ikki. Pendant ce temps, Shizuku rentra à la maison familiale et fut accueilli par son chat. Après avoir aidé Kanata et les autres à nettoyer, Ikki et Stella décidèrent d'aller voir la cascade de plus près. On leur annonça que le président Tuko arriverait dans 1 heure. En chemin, Ikki remarqua que Stella était épuisée. Elle expliqua qu'elle avait mangé 2 très grandes assiettes pour le déjeuner et qu'elle se sentait repue. Ikki proposa de la raccompagner au camp, mais elle déclina, car elles avaient enfin un moment de solitude. Elles marchèrent donc ensemble jusqu'à la cascade. Ailleurs, Shizuku feuilletait un album de photos d'enfance d'Ikki jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une femme de chambre, qui l'informait que son père l'attendait en bas. Cette nuit-là, Stella continua de souffrir du poids de son corps, mais insista pour continuer. Elle dit se sentir étourdie, lourde et avoir envie de vomir. Elle pensa être enceinte à cause du baiser qu'elle avait échangé avec Ikki plus tôt. Ikki expliqua que c'était impossible et suggéra qu'elle avait peut-être attrapé un rhume. Elle décida alors de retourner au camp. Malheureusement, la pluie se mit à tomber et une silhouette mystérieuse les observa de loin. Ils cherchèrent refuge dans un petit camp de montagne jusqu'à ce que la pluie cesse. Ikki remarqua qu'elle avait de la fièvre et une forte température, alors il leur suggéra d'enlever leurs vêtements mouillés pour éviter que la situation n'empire. Stella répondit que cela ne la dérangeait pas qu'il ait chaud à cause d'elle, et Ikki ajouta qu'il voulait dire à tout le monde qu'il l'aimait avant qu'il n'arrive quoi que ce soit de plus entre eux. Stella comprit qu'il était sérieux dans sa relation, mais avant qu'ils puissent poursuivre la conversation, Ikki reçut un appel de collègues inquiets pour eux deux. Pendant ce temps, la silhouette mystérieuse qui les observait reçut l'ordre de mettre leur plan à exécution. Ailleurs, Shizuku rencontra le père d'Ikki et le pressa d'aller droit au but, car il était rentré chez lui après avoir reçu une lettre de sa mère. Il révéla qu'il avait demandé à sa femme d'écrire cette lettre, sachant que Shizuku ne la lirait pas si elle venait de lui, et expliqua qu'il voulait simplement savoir si elle était prête à vivre seule. Itsuki, leur père, se dit fier d'elle pour ses 12 victoires consécutives lors des qualifications du festival, ce qu'il considérait comme un grand exploit. Shizuku répondit que son frère avait fait de même, mais que cela ne semblait pas l'intéresser, alors elle retourna dans sa chambre. Pendant ce temps, Ikki était assis seul après que Stella se soit endormie lorsqu'il sentit une vibration soudaine, comme si quelque chose avait heurté la hutte. Il sortit pour vérifier et vit un énorme monstre de pierre qui l'attendait. Dès qu'il le vit, le monstre détruisit la hutte d'un seul coup. Ikki réussit à sauver Stella en utilisant toute sa vitesse, puis la mit en sécurité, invoqua son épée et détruisit le monstre d'un seul coup. Cependant, à sa grande surprise, le monstre avait la capacité de se transformer en plusieurs créatures faites de pierres plus petites. Ikki commença à les éliminer une par une, jusqu'à ce que l'une d'elles parvienne à infliger une blessure grave. Lorsque les monstres remarquèrent la présence de Stella, ils ignorèrent Ikki et foncèrent droit sur elle. C'est à ce moment-là que les membres du conseil étudiant de l'Académie Hagen apparurent pour leur proposer leur aide. Ranran réussit à emporter Stella tandis que les autres s'occupaient des monstres. Ikki pensa que quelqu'un contrôlait ces créatures qui surgissaient sans cesse, malgré leurs dégâts. Yutakata expliqua alors que c'était probablement l'œuvre de l'utilisateur de fils d'acier. Peu après, la présidente Tuka apparut et expliqua que les monstres étaient liés par des pouvoirs magiques, les obligeant à suivre ce lien jusqu'à trouver celui qui les contrôlait. Elle utilisa alors sa force surhumaine pour écraser les monstres et les éliminer d'un seul coup. Cependant, ils se rassemblèrent à nouveau, formant une créature de pierre encore plus imposante, qui fut finalement détruite par la technique surpuissante de Tuka. Elle lança alors une attaque légère avec ses pouvoirs magiques qui frappa directement la personne commandant les monstres, lui infligeant de graves blessures. Le chef ennemi expliqua qu'il existait plusieurs façons d'intercepter ce type d'attaque. Tuka grimpa sur le tas de pierres laissées par le monstre, et Ikki réalisa qu'elle était la princesse Tuka, l'une des 4 premières du festival annuel de l'année précédente. Pendant ce temps, Shizuku reçut un message de l'académie l'informant que son prochain combat l'opposerait à Tuka. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit dans les journaux, et en apprenant que Shizuku affronterait Tuka lors de son prochain duel, beaucoup prédisaient que le combat ne serait pas facile. Cependant, Nagi était convaincue que Shizuku s'en sortirait bien, car elle utilisait l'eau la plus pure pour sa magie, et Tuka ne pouvait pas la traverser. Stella décida d'aller voir Shizuku et lui demanda si elle était nerveuse. Shizuku répondit qu'elle n'était pas nerveuse au point de compromettre sa concentration. Elle expliqua qu'Ikki s'inquiétait pour elle et ne voulait pas qu'elle se donne trop à fond pendant le combat, et que Stella n'était là que pour la soutenir. Par la suite, Shizuku et Nagi se dirent qu'Ikki n'aurait pas été inquiet si Stella avait affronté Tuka, car il avait confiance en ses capacités. Shizuku sentit qu'elle n'était pas encore assez forte et décida de s'efforcer de devenir plus puissante et digne d'être aux côtés d'Ikki. Elle promit de le prouver lors du combat du lendemain. Le lendemain, Shizuku se rendit sur le champ de bataille, prête à affronter Tuka et décida de tout donner pour prouver à Ikki qu'elle était assez forte. Ikki comprit que sa sœur n'était pas prête à faire le premier pas à cause de la technique spéciale de Tuka, dont l'épée plus rapide que la lumière pouvait transpercer n'importe quel adversaire. Shizuku transforma alors l'arène en un sol gelé et attaqua Tuka à distance. Tuka courut vers elle et échangea des attaques à courte portée,
jusqu'à ce que Shizuku parvienne à la piéger dans la glace et à la frapper d'un bloc géant. Tout le monde fut stupéfait lorsque Tuka brisa le bloc de sa force, le réduisant en miettes. Shizuku fut impressionné par la capacité de Tuka à réagir même lorsqu'elle attaquait depuis un angle mort, et commença à se demander si Tuka pouvait voir au-delà de ce qu'elle pouvait voir. Elle se demanda quand et comment Tuka avait réussi à la toucher et reçut bientôt un autre coup qui faillit la tuer, mais Tuka réalisa qu'elle avait touché une ombre d'eau. Bien que le combat ait débuté de manière équilibrée, Tuka prit l'avantage grâce à son extrême vitesse, tant en mouvement qu'en attaque, et la blessure de Shizuku l'empêcha de suivre. Iki réalisa alors que sa sœur ne pouvait déchiffrer tous les mouvements de son adversaire en raison de ses propres limitations mentales et comprit que Tuka possédait des compétences que seule une princesse démon pouvait maîtriser. Hirano s'approcha et mentionna que Tuka avait été l'élève de Nango Torajaru, le dieu de l'escrime, et Iki comprit que sa sœur n'aurait aucune chance face à la technique de Tuka. Stella cria, encourageant Shizuku à faire de son mieux. Shizuku ne s'offusqua pas de ses encouragements, mais jura de faire de son mieux pour gagner et se qualifier pour le festival annuel avec son frère et ses amis. Elle utilisa ses pouvoirs pour soigner ses blessures et décida d'attaquer, même si elle ne pouvait suivre les mouvements de son adversaire. Shizuku attaqua de toutes ses forces, tandis que Tuka esquiva rapidement jusqu'à être suffisamment proche pour tenter un coup fatal. Mais elle fut surprise de constater qu'elle n'avait touché qu'une autre ombre aquatique. Puis, plusieurs clones de Shizuku apparurent derrière elle et commencèrent à l'attaquer. Shizuku recouvrit alors l'arène d'un brouillard, ce qui affecta visiblement la mobilité de Tuka. Shizuku continua d'attaquer de tous côtés et, au moment décisif, se précipita sur Tuka pour mettre fin au combat. Cependant, elle fut stupéfaite lorsque Tuka utilisa sa dernière carte et porta un coup de grâce sans même s'en rendre compte, éliminant d'un seul coup toute la brume et la glace associée au pouvoir de Shizuku. Le commentateur annonça la fin du combat avec la victoire de Tuka, et Iki comprit que l'attaque finale de sa sœur n'était pas suicidaire, mais plutôt la meilleure attaque qu'elle pouvait prendre pour tenter de gagner. Après cela, Shizuku reprit conscience et retrouva ses amis à ses côtés. Lorsqu'elle réalisa qu'elle avait perdu le combat, elle leur demanda de la laisser tranquille un moment. Iki et Stella partirent en silence, lui assurant que tout irait bien, car elle était plus forte maintenant. Neji, cependant, resta aux côtés de Shizuku et refusa de partir. Il la serra dans ses bras et lui demanda de laisser libre cours à ses sentiments, sans toujours faire semblant d'être forte. Quelques jours plus tard, le journal de l'Académie publia les photos et les noms des principaux prétendants au festival annuel. Iki, Stella et Tuka. La directrice convoqua Iki dans son bureau et lui demanda s'il avait déjà entendu parler d'un homme nommé Akaza, de la Fédération internationale des chevaliers mages. Iki répondit qu'il l'avait rencontré à plusieurs reprises lorsqu'il vivait dans la maison familiale, car Akaza était un subordonné travaillant avec son père. Corona affirma qu'Akaza cherchait à percer un secret concernant l'académie et qu'il avait probablement été encouragé par le père d'Iki. Iki pensait qu'Akaza agissait de son propre chef, car il l'avait toujours détesté. Corona en conclut alors qu'Akaza détestait peut-être la famille d'Iki parce qu'il n'en était qu'un membre mineur, ce qui le faisait se sentir inférieur, et elle décida de jouer son rôle pour protéger les élèves et les secrets de l'académie. Stella se rendit dans la salle du conseil étudiant et trouva Tuka trébuchant sur un magazine de Yutakata. Stella la réprimanda, ainsi que Seiju, pour ne pas avoir rangé les affaires et avoir laissé la pièce en désordre. Remarquant Iki et Stella, Tuka les salua et s'excusa de ne pas s'être présenté correctement plus tôt. Stella découvrit une personnalité bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Ils se rendirent tous dans un établissement d'aide sociale et furent chaleureusement accueillis par les enfants. Yutakata expliqua qu'ils avaient grandi dans un endroit similaire à Fukuoka et qu'ils rendaient visite aux enfants dès qu'ils le pouvaient. L'un des enfants reconnut Stella en voyant sa photo à la télévision, et bientôt les enfants se rassemblèrent autour d'elle et demandèrent à jouer. Pendant que Stella et Ranran profitaient du temps passé avec les enfants, Iki préparait le repas avec Yutakata et Tuka. Il remercia Tuka de les avoir sauvés ce jour-là et d'avoir engagé une dispute aussi intense avec sa sœur, et comprit finalement qu'il avait percé le secret de sa technique. Tuka avait volontairement retiré ses lunettes pour ne pas voir, ce qui augmentait la puissance de sa technique, appelée vision inversée. Après cela, elle demanda à tout le monde de se reposer pendant qu'elle préparait le repas. Iki réalisa que, pour une raison inconnue, il ne pouvait la quitter des yeux, et Yutakata expliqua que c'était parce qu'il voyait l'essence de Tuka et la source de son pouvoir. Elle expliqua ensuite qu'il existait des choses plus complexes que le pouvoir de Tuka et révéla que son histoire était celle d'un enfant dont les parents avaient détruit l'âme de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il devienne une personne agressive et brisée, quelqu'un qui avait blessé Tuka d'innombrables fois. Malgré cela, Tuka ne l'avait jamais abandonné jusqu'à ce qu'il puisse redevenir humain. Elle ajouta que le but de Tuka dans la vie était de faire sourire tout le monde et d'offrir des souvenirs qui les soutiennent dans les moments difficiles, ce qu'elle s'efforce toujours de faire avec les enfants. Iki réalisa que Tuka utilisait son pouvoir pour soutenir les autres et que c'était la source de sa force, ce qui le poussa à s'interroger sur l'origine de sa propre force. Ce soir-là,
Iki et Stella retournèrent à l'académie et furent surpris de voir plusieurs camarades de classe courir vers eux. Ils découvrirent qu'une photo d'eux en train de s'embrasser avait été publiée dans le journal de l'académie et diffusée dans tout le pays, d'autant plus que Stella était étrangère. Akaza s'approcha dans sa voiture de luxe et demanda à Iki de l'accompagner à l'audience du comité d'éthique. À leur arrivée au siège de la Fédération internationale des chevaliers mages, Akaza et les membres du comité commencèrent à l'interroger sur le début de sa relation avec Stella. Iki leur dit toute la vérité, niant tout acte inapproprié durant son séjour au Japon et affirmant qu'il l'aimait et qu'il était sérieux dans sa relation. Par la suite, il fut placé dans une cellule spéciale jusqu'à la reprise des interrogatoires le lendemain. Pendant ce temps, Stella continuait de remporter toutes les étapes des qualifications du festival, et tout le monde murmurait à propos de sa relation secrète avec Iki. L'interrogatoire dura 4 jours, et Iki fut surpris d'apprendre que ses prochains combats auraient lieu au siège de la fédération plutôt qu'au gymnase. Il parvint à le remporter de justesse, et la nouvelle fut publiée dans plusieurs journaux et sites web. Stella se sentit coupable et envisagea de mettre fin à leur relation, croyant ainsi qu'Iki pourrait retrouver une vie normale. Furieuse à cette idée, Shizuku la confronta au restaurant devant tout le monde. Elle expliqua qu'Iki traversait cette situation difficile parce qu'il refusait d'accepter que leur relation se soit terminée dans la honte. Elle se souvint de ce qu'Iki lui avait dit lorsqu'ils étaient dans la cabane et affirma qu'elle ne pardonnerait jamais à Stella si elle le trahissait et le laissait dans cet état. Une semaine plus tard, Iki remporta son 16e combat lors des qualifications et, déjà épuisé, fut surpris par son adversaire. Il s'approcha et glissa discrètement un petit mouchoir dans sa poche. De retour dans sa chambre, il trouva une mèche de cheveux de Stella à l'intérieur du mouchoir. Il comprit qu'elle faisait de son mieux pour tenir leurs promesses et remporter les duels jusqu'à sa rencontre au festival annuel. Lors de l'interrogatoire, Iki demanda à voir son père afin de prouver son innocence. Le lendemain, il fut autorisé à le rencontrer. Itsuki exprima son admiration pour les progrès de son fils lors des qualifications et lui assura qu'il s'en sortait bien. Iki comprit alors que sa force résidait dans le désir d'éloge et de reconnaissance de sa famille, raison pour laquelle il avait quitté la maison et pris des risques pour devenir plus fort. Il demanda à son père s'il le reconnaîtrait s'il remportait le festival annuel. Itsuki comprit que son fils se sentait rejeté et sous-estimé à cause de sa faiblesse, mais il affirma que cette croyance était erronée, car il avait toujours été reconnu. Le problème était que, pour lui, enseigner des techniques à des personnes sans talent était une perte de temps et d'effort. Iki fut choqué d'apprendre que tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors ne représentait qu'une force moyenne pour quelqu'un de son sang, et que c'était la pire chose qui puisse arriver à un membre de cette famille. Submergé par la rage et le désespoir, Iki commença à voir tout autour de lui en rouge. Son père continua alors à répéter que les personnes impuissantes développent une confiance en soi inutile, et que ceux qui ne devraient rien faire finissent par croire qu'ils peuvent. Iki réalisa, avec amertume, que son père ne le haïssait pas, mais n'avait simplement jamais eu de sentiment ni d'attente à son égard, et que leur relation était ruinée dès le départ. Après cela, Iki poursuivit sa routine, partagée entre enquête et combat, vivant comme un mort intérieur après sa rencontre avec son père. Cela dura jusqu'au 18e jour de sa détention à la Fédération, lorsqu'Akaza l'informa que son prochain adversaire serait Tuka. Le président du conseil étudiant et Akaza lui-même affirmèrent que ce duel allait déterminer le destin d'Iki en tant que chevalier mage. Iki resta seul, réfléchissant à la manière d'affronter Tuka avec son épée vide et sans valeur, résonnant encore dans sa tête les paroles cruelles de son père. Pendant ce temps, Tuka fit venir Shizuku dans sa chambre et lui dit qu'elle soupçonnait que le duel entre elle et Iki avait été délibérément monté pour le mettre sous pression et le mettre dans une position vulnérable. Tuka ajouta qu'elle savait à quel point il était mauvais, physiquement et mentalement, et qu'il ne voulait toujours pas abandonner. Elle demanda donc à Shizuku de lui suggérer de déclarer forfait, car elle se battrait de toutes ses forces pour le vaincre et n'avait aucune intention de recourir à des manœuvres déloyales. Shizuku retourna dans sa chambre, réfléchissant à cela, et demanda à Nagi si elle devait vraiment agir ainsi. Nagi répondit qu'elle seule pouvait en décider, car elle était la seule à avoir accueilli Iki au sein de la famille et connaissait la force de Tuka. Tuka, quant à elle, se demandait si elle serait fière de se qualifier pour le festival si Iki se retirait ou si elle le combattait en sachant qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Yutakata lui conseilla de faire de son mieux et de se battre d'une manière dont elle pourrait être fière. Le lendemain, place à la finale tant attendue, qui verrait 6 duellistes être choisis pour représenter l'académie au festival annuel. Le plus attendu des 6 matchs fut celui d'Iki contre Tuka, qualifié par tous de duel du siècle. Pendant ce temps, Korono était furieux qu'Akaza ait réussi son plan et pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon pour Iki de prouver qu'il avait raison, gagner le combat. Akaza apparut ironiquement et annonça que, puisqu'Iki n'était pas encore arrivé à l'arène, le combat serait annulé et Tuka serait déclaré vainqueur 15 minutes plus tard. Korono lui rappela que la fédération lui avait promis de le faire venir dans une voiture spéciale, ce à quoi Korono répondit qu'Iki était parti seul plus tôt. À cet instant, Iki marchait seul,
affaibli et abattu, se remémorant avec désespoir les paroles de son grand-père. À sa surprise, une autre version de lui-même apparut à proximité et affirma que le vieil homme avait gravé des paroles irresponsables dans son cœur toutes ces années, qu'il avait choisi de les prendre au sérieux et de vivre au-dessus de ses moyens, jusqu'à se retrouver avec une épée dont personne ne voulait. Cette version tenta de le décourager, lui demandant d'arrêter le combat, de faire une trêve, d'abandonner l'idée d'affronter Tuka. Mais une lueur d'espoir s'alluma en lui, et il eut l'impression de revoir la lumière du soleil. Ikki reprit alors conscience dans les bras de Shizuku, qui lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il affronte Tuka, mais qu'elle croyait en lui. Il vit alors tous ses coéquipiers rassemblés, l'acclamant et l'encourageant à vaincre Tuka et à croire en sa force. Lorsqu'il vit Stella tenant la médaille de qualification pour le festival, il rassembla tout son courage et sa détermination pour tenir la promesse qu'il lui avait faite. Ikki arriva sur le champ de bataille, et Tuka n'eut d'autre choix que de l'affronter, malgré son état pitoyable. Elle l'assura que ses blessures ne l'empêcheraient pas de tout donner. Ikki répondit qu'il ne comptait pas paraître faible devant elle et qu'il se battrait de toutes ses forces. Lorsque le combat commença, tout le monde fut surpris de le voir utiliser immédiatement sa technique spéciale, tandis que Stella réalisait qu'il avait décidé dès le départ de ne pas recourir à des ruses pour la vaincre, souhaitant un combat équitable. Les deux hommes commencèrent à anticiper les mouvements de l'autre pour esquiver et tenter le coup décisif. Puis ils se ruèrent l'un sur l'autre, et Ikki déploya toute sa force et son énergie physique en une seule attaque pour sceller le combat, au point de se mettre à saigner de plusieurs parties de son corps à cause de l'adrénaline. Le combat prit fin devant tout le monde lorsque l'épée de Tuka se brisa et qu'elle s'effondra, tandis qu'Ikki restait debout, le bras levé, proclamant sa victoire écrasante. De son côté, Akaza était stupéfait, incrédule qu'Ikki ait gagné, même dans ces conditions et face à un adversaire aussi puissant, d'un seul coup. Korono affirma qu'il avait dépensé toute son énergie en un seul coup d'épée, contrairement à avant, où sa technique ne durait qu'une minute, et qu'il n'aurait pas gagné avec cette seule technique spéciale. Maître Nangu, le dieu de l'escrime, commenta que ce qui existait en lui dépassait les limites humaines et ne pouvait être enduré par une personne ordinaire. Furieux, Akaza quitta les gradins, grommelant du résultat. Il se dirigea vers l'arène, une hache à la main, pour attaquer Ikki, mais fut rapidement frappé par l'épée de Stella, qui courut vers l'arène pour retrouver Ikki après l'avoir attendu. Dès qu'Ikki la vit, il tenta de se lever, car il voulait lui dire quelque chose. Alors qu'il tentait de s'appuyer sur son épée pour se rapprocher, celle-ci disparut et il faillit tomber. Mais Stella le rattrapa, lui disant qu'il avait fait un excellent travail, qu'il méritait la victoire et qu'elle l'aimait tel qu'il était. Elle le serra dans ses bras devant tout le monde, et Ikki comprit que la chaleur qu'il ressentait à cet instant le sauva de la chute. Il décida alors de la demander en mariage sur le champ, devant tout le monde. Elle fut ravie et accepta de devenir son épouse, sous les acclamations de la foule. Pendant ce temps, Itsuki reçut un appel de l'empereur de Vermillon, le père de Stella, qui avait assisté à l'union officielle de ses enfants et leur demanda de ne pas les mêler aux affaires d'adultes et de les laisser vivre en paix. Itsuki accepta. Quelques jours plus tard, Akaza fut démis de ses fonctions. Ikki passa un certain temps à l'hôpital pour se remettre de ses blessures et, avec le temps, retrouva son état normal. La directrice Korono a annoncé les 6 candidats qui représenteraient l'académie au festival, et tout le monde a salué la force d'Ikki en tant que chevalier magique. Tuka a ensuite annoncé qu'elle prendrait la présidence du conseil des élèves l'année prochaine, recevant une ovation debout. Elle a ensuite appelé Ikki pour un discours en tant que nouveau président et lui a exprimé sa fierté, l'encourageant à mener l'académie au sommet du festival des 7 étoiles. Conscient que tout le monde plaçait de grands espoirs en lui, Ikki a compris qu'être reconnu et faire bonne impression était un sentiment merveilleux. Ainsi s'achève la première partie de cet article. Aimez si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos.